Filtre de Kalman pour la résolution de trois équations. Alors, on revient à notre problème où on avait un système de trois équations avec deux inconnus. Les inconnus sont x1, x2. Et ces équations, elles sont vérifiées à peu près. Donc, on note ça sous la forme égale quelque chose qu'on connaît, ici 8, plus une variable centrée, aléatoire. Et on va caractériser le à peu près par la variance des bêta i. Alors ici, comme la première, comme dans l'exercice 44, était plus précise que les autres, deux fois plus précise, on avait ici une variance de 1, de 4 et de 4, ce qui disait que l'écart type correspondait à 1, 2 et 2. Je rappelle que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors maintenant, l'idée, c'est de montrer que puisque le filtre de Kalman est capable de résoudre tout un tas de problèmes en linéaire gaussien, alors ici on est tout à fait dans le contexte linéaire gaussien, on comprend bien que le filtre de Kalman doit être capable de résoudre cet exercice-là, qui peut le plus, peut le moins. Alors, je rappelle un peu comment ça se passe au niveau du filtre de Kalman. Alors, comment ça va se passer? Le filtre de Kalman, on vous demande de le faire dans la première question en 3 étapes. Donc, on va appliquer 3 fois le filtre de Kalman. On va d'abord résoudre la première équation, puis la deuxième, puis la troisième. Alors, comment ça va se passer dans la pratique? Je vais déjà copier ce morceau-là. Je vais mettre sous Paint. Voilà. Je vais le mettre ici, pour bien qu'on comprenne comment ça se passe. Alors, on va avoir la première équation qui va correspondre à celle-là va correspondre à, par exemple, k égale 1. Puis la deuxième équation, k égale 2. Et enfin, k égale 3. Au début, qu'est-ce qui va se passer à k égale 0? À k égale 0, on va avoir une information sur x. Bon, on connaît x1, x2. Bon, qu'est-ce qu'on connaît sur x1, x2? On ne connaît rien. Donc on va supposer qu'ils sont nuls avec une matrice de covariance qui va être grande. Alors maintenant, on voit bien que lorsque je passe de l'étape K à l'étape K plus 1, x1, x2 n'ont pas changé. Ce qui signifie que dans le Kalman, au niveau de l'évolution, on va avoir une équation d'évolution qui, normalement, avait la forme xk plus 1. Alors, normalement, on décrivait xk plus 1 est égal à axk pour appliquer le filtre de Kalman, plus uk, qui correspondait souvent à l'entrée, plus un bruit que je vais appeler alpha. Alors, comment on va caractériser le fait que les choses ne changent pas? On va le caractériser par le fait que xk plus 1 égale xk. Donc forcément, cette matrice-là égale 0, u il égale 0, et comme xk plus 1 est exact, excusez-moi, qu'est-ce que je viens de raconter? A égale l'identité, uk égale 0, et alpha k, c'est le bruit. Alors le bruit, il est centré, et comme on a non pas xk plus 1 à peu près ou égal à xk, mais exactement égal, puisque d'une équation à l'autre, rien ne change, je vais prendre une matrice de covariance pour alpha, gamma alpha, qui est égale à 0, ce qui signifie que je n'ai pas d'incertitude. Alors, une fois que j'ai ça, pour la partie prédiction, cela signifie que si l'information que j'ai à l'étape K, je vais la reporter telle qu'elle à l'étape K plus 1. Alors, imaginons que l'incertitude, je vais la représenter graphiquement par
par une matrice de covariance dont le centre, c'est l'estimé X chapeau de K. Et une matrice de covariance, alors je représente une ellipsoïde, voilà, qui correspond à la matrice de covariance que j'ai sur K. Et bien cette matrice va se reporter telle qu'elle. Ici, alors ça devrait être normalement la même. Je vais essayer de représenter à peu près la même. Oh, c'est pas tout à fait pareil. Il faut imaginer que c'est la même. Alors je vais peut-être faire un copier-coller. Ce sera peut-être plus simple pour la matrice. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Ah ben, je vais la remettre là. Voilà. Donc, sauf qu'ici, on va avoir plus 1. Et ici, gamma K plus 1. Donc ça, c'est pour la partie prédiction. C'est-à-dire, quand je passe d'une équation à l'autre, la connaissance que j'ai de x n'a pas changé. Par contre, je vais prendre en compte la résolution. Et pour la résolution, je vais appliquer un estimateur linéaire pour le premier, puis pour le deuxième, puis pour le troisième. Alors, imaginons que je me situe à l'instant là, comment ça va se passer au niveau de la prédiction. Au niveau de la prédiction, je vais faire une mesure. Alors, la mesure, comment je vais pouvoir la représenter graphiquement? Je vais représenter ici, alors, je vais prendre un peu d'espace là. Je vais représenter la mesure comme ça. Alors, la mesure va correspondre à 8, à 7, puis à 0. Donc, ici, je mesure pour commencer une grandeur qui va être caractérisée, alors, la grandeur qui va correspondre à y à l'instant k, et on va la représenter par une matrice de... Alors, une ellipsoïde de confiance, je ne sais pas trop comment la représenter là, mais c'est lié à la matrice de covariance sur l'erreur de mesure. Je la représente comme ça. Et puis, je vais devoir... Alors, le lien qui me permet de passer de l'un à l'autre, tout à l'heure, c'était AXK plus BUK, plus UK, alors qu'ici, c'est ma matrice C. Alors, je ne mets pas le bruit ici. La matrice C, donc, si je refais revenir en arrière cette matrice, je vais obtenir une autre ellipsoïde que je représente ici. Hop, elle peut être n'importe comment, peu importe. C'est pas vraiment une ellipsoïde, mais ensuite, mon fil de Kalman va créer une sorte de fusion de ces d'intersection entre ces deux ellipsoïdes. Et en fait, l'information que je vais avoir après la résolution de la K plus ième et K plus unième, alors c'est vrai que j'aurais dû mettre ici plus 1. Cette nouvelle ellipsoïde correspond à la prise en compte des équations précédentes et de l'équation que je suis en train de résoudre à cet instant K. Et ensuite, je repasse à K plus 2, etc. Donc c'est ça que je vais essayer de faire maintenant, sous MATLAB. Je vais donc utiliser le filtre de Kalman. J'ai une fonction préprogrammée, Kalman, qui reprend les équations du filtre vues dans le cours. Donc ici, on a l'estimation x0 à l'instant, enfin, correspond à l'instant courant. Ici, la matrice de covariance associée, qui donne l'incertitude associée à cette estimation. U, la commande. Y, la mesure. G alpha, la matrice de covariance sur l'évolution. Donc, dans notre cas, elle vaut 0. Ici, la matrice de covariance qui caractérise l'incertitude sur la mesure qui est effectuée. A, la matrice d'évolution. C, la matrice d'observation. Et là, on va être capable de retourner à la x1, y1, qui eux nous intéressent le plus, c'est-à-dire l'estimation à l'instant k plus 1, avec la matrice de covariance associée. Et puis ici, si on s'intéresse qu'à la partie mise à jour, donc nous, on va plutôt utiliser x1 et g1. Alors, ceux-là, ils seront rarement utilisés en pratique. Je reviens donc ici, puis je vais directement faire
allez, je vais faire un nouveau script. Hop, excusez-moi, je vais plutôt faire File New, Script. Alors, le script, je vais l'appeler, par exemple, Kalman. Bon, alors, je vais l'appeler Kalman, 3 équations, puisqu'on cherche à résoudre ici 3 équations. Enregistrer. Alors, pour commencer, j'avais vu que ma matrice G alpha valait 0. Bon, bah, je vais pouvoir rentrer celle-là pour commencer. Ma matrice A valait l'identité et ma matrice C vaut ici 2 et 3 puisque je considère ici la première équation et je vais avoir ma mesure qui vaut 8. Comment je vais pouvoir rentrer ça dans mon fil de Kalman? Je reviens ici à mon script et je vais avoir déjà G alpha qui vaut 0. C'est une matrice qui est de dimension 2 qui caractérise l'évolution, le bruit d'évolution, qu'on appelle aussi le bruit d'état. Voilà. Ensuite, ma matrice A, je savais que c'était l'identité, tout simplement parce que x de k plus 1 égale x de k. Ensuite, j'avais ma matrice, alors que je vais appeler peut-être C, qui vaut, alors comme je traite que ma première équation, c'est 2,3. Et enfin, j'avais U qui valait 0. Et bon, Y qui valait 8. Y qui valait 8. Maintenant, je vais pouvoir appliquer mon filtre de Kalman en faisant l'initialisation. X hat. Au début, 0, 0. Ça, c'est l'estimation initiale. Avant même de résoudre mes équations, je suppose que x est à peu près égal à 0, 0. De toute façon, je n'ai pas d'autre information. En revanche, je sais que cette information est très mauvaise, donc je vais dire que ma matrice de covariance est égale à quelque chose de très grand. Bon, ici, je vais mettre, mettons, 1000. Bon, par exemple, c'est quelque chose de très grand, multiplié par l'identité. Bon, voilà ce que j'ai comme information initiale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire x hat à l'instant 1 qui vaut quoi? Alors, avec sa matrice de covariance. Ben ça va valoir, alors je vais faire peut-être un copier-coller du Kalman. Je vais reprendre tout ça. Et je fais l'appel suivant. Alors ici, j'ai x0, ça va correspondre à x hat. Bon, je vais peut-être l'appeler 0 quand même. Voilà, je vais mettre ici x hat de 0. Ici, je vais avoir ma matrice de covariance associée, que je vais appeler Gx0. Ici, U, il vaut 0. Bon, Y vaut 8. Alors pareil, je vais peut-être dire que c'est l'équation numéro 0. Je vais mettre X, parce que je vais avoir les équations suivantes. Donc ici, je vais mettre Y0. U, il vaudra tout le temps 0. Donc, ça ne sert à rien de les séparer. Par contre, les mesures changent d'une équation à l'autre. G alpha, elle, vaudra toujours 0. Ici, en ce qui concerne G bêta, alors G bêta, la variance, c'était une matrice qui était scalaire et qui valait 1. 1 parce que je savais, dans l'énoncé, que la variance pour bêta 1 est égale à 1, puis 4 pour bêta 2, 4 pour bêta 3. Donc ici, c'est des scalaires parce que bêta 1 est un scalaire. Donc, et en ce qui concerne la matrice C, pareil, je vais peut-être l'appeler C0. Et de cette façon-là, je suis capable de caractériser, de résoudre, avoir une sorte de résolution de cette première équation. Je lance ça tout de suite et je reviens à la console. Alors déjà, il me sort une erreur en me disant que G alpha n'est pas défini. Évidemment, ici, je l'ai appelé G alpha comme ça. Je le relance. Et là, qu'est-ce qui me sort? Erreur.
Alors, à la ligne 5, qu'est-ce qui me sort à la ligne 5? Il en précise pas. Alors, je vais quand même voir mes grandeurs. X hat de 0, il vaut ça. Donc, lui, il est cohérent. Gx0, il vaut ça. Donc, lui, il est cohérent aussi. Alors, je vais regarder G alpha. Hop. G alpha, il n'est pas bon. Ah, il est bon. Alors, G alpha, il n'est pas bon. Voyons voir pourquoi. Alors, bien sûr, pour débugger, il vaut mieux aller sur la console, hein, pour regarder toutes les variables comme je viens de faire. G alpha, eh bien oui, il vaut 0, mais il n'a pas les dimensions 0, bien évidemment. Il est de dimension 2. 2 et 2. Je relance. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc, je vais regarder maintenant. Alors, x hat de 0. Ça va aller ça. Maintenant, j'ai x hat de 1. Donc, il me donne une valeur qui traite la première équation. Bien évidemment, la matrice de covariance, avant, elle valait Gx0. Elle était très incertaine, 1000 et 1000. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup d'informations. Bon, j'aurais peut-être dû mettre plus grand quand même. Mais si je regarde Gx1, ben, on a l'impression d'avoir toujours peu d'informations. Et pour se rendre compte à quel point cette matrice elle est plus précise que celle-là, même si ça ne se voit pas à l'œil, on va essayer de la tracer. Alors pour la tracer, je vais utiliser alors file open, je vais quand même utiliser draw ellipse qu'on utilise parfois, que je représente et qui est là. Je fais un copier-coller. Je reviens dans mon programme MATLAB et bon, je vais tracer ici premièrement x hat 0, première. Ensuite, je vais tracer gx0. Ensuite, on me demande la probabilité, ben, je vais mettre 0,9. La couleur, je vais mettre rouge. Et puis l'épaisseur, je vais mettre 2. On va voir ce que ça donne. Ensuite, je vais bien sûr faire un hold on, pour pas qu'il m'efface tout, pour pouvoir superposer l'autre ellipse. C'est ça que je voulais faire. Alors ici, 1 et 1, puis je vais par exemple prendre une autre couleur, magenta. Je lance le programme. Voilà ce qu'il trace. Alors là, on peut voir le fait qu'au début, on avait une ellipse à 99% que voilà, qui était énorme à l'instant 0. Alors, l'incertitude sur x1 et sur x2 n'a pas vraiment changé. Alors là, quand je dis ça, je regarde l'ellipsoïde en magenta. Elle n'a pas vraiment changé. Par contre, on voit bien que le volume de l'ellipsoïde n'a plus rien à voir. Ici, on avait un faible volume, alors qu'ici, on avait un grand volume. Ça ne se voyait pas directement sur l'ellipse. Alors, comme on sait que le déterminant d'une matrice, c'est directement lié au volume, on va pouvoir éventuellement essayer de comparer sur le déterminant. Alors, je vais essayer de vous montrer ça maintenant. Si je fais le déterminant de Gx0, ça me donne une sorte d'incertitude. Alors, elle est grande cette incertitude. Si jamais je fais 2x1, elle est beaucoup plus petite. On verra qu'elle sera après encore plus petite. Mais donc voilà pour le traitement de la première équation. Et en fait, quand je regarde cette équation, alors je relance, quand je regarde cette ellipsoïde, en fait, elle correspond à l'intersection entre l'ellipsoïde initiale, qui est un disque, et la droite d'équation. Alors, d'équation 3x1 plus 3x2
égale 8. Donc c'est cohérent. L'intersection entre une droite et le disque forme une sorte d'ellipsoïde. C'est ce que fait mon fil de Kalman. Je continue donc sur mon programme MATLAB. Je vais pouvoir prendre cet ensemble-là et je vais refaire pour le deuxième coup. Deuxième coup, voilà, je vais avoir ici le 1, le U n'a pas changé, le Y1, je ne l'ai pas encore fait, donc plutôt que de mettre ça, ici je vais mettre directement 8, ici j'enlève et je recopie directement dans mes équations. Dans mes équations, la deuxième c'était 7. Ici je vais mettre directement 7. G alpha n'a pas changé, ici c'était un 4. La matrice A n'a pas changé, ici c'est la matrice C1. Bon, la matrice C1, je vais quand même je vais essayer de la refabriquer ici. Dans ma matrice C1, elle valait ici 3 et 2. Donc ici, je vais mettre 3 et 2. Voilà pour C1. Alors, C1, et puis ensuite, ça va me fabriquer le deuxième, et je vais essayer de la refabriquer. Alors, 2 et 2, mais ici, je vais mettre une autre couleur, par exemple, vert. Voyons voir ce que ça donne, le fait de traiter cette deuxième équation. Alors, je regarde. Ah, il ne m'a rien tracé. Il ne m'a rien tracé. Normal. Ah, si, il est tracé là. Donc, je vais le relancer quand même. Voilà. Donc, l'ellipsoïde en vert, elle est tout au milieu. Et ça va, elle fait l'intersection avec une autre droite. Et, bon, alors, il faudrait presque zoomer. Si je zoome autour, hop, voilà, on la voit ici, cette ellipsoïde, et on voit bien qu'en effet, elle commence à se rapprocher de la solution, mais il y a toujours une incertitude. Mais on remarque quand même que les ellipsoïdes sont emboîtées les unes dans les autres, et c'est normal, parce qu'on a de plus en plus d'informations. Enfin, je vais traiter ma dernière équation. Je reprends tout ça, je vais mettre 3, 3, 2, 2, le U n'a pas changé, ici la mesure c'était 0. Je vais avoir ici un 4 toujours, puisque la variance de bêta 3 était de 4. La matrice A, toujours l'identité, et ici je vais avoir un C2. Et C2, comme je le vois ici, C2 vaut 1 et moins 1. Donc ici, j'ai C2, 1 et moins 1. Je relance, alors je l'appelle bien sûr C2, et puis ici, je vais plutôt tracer C3 et GX3, et puis je vais prendre par exemple une dernière couleur qui va être bleue. Alors, je relance. Qu'est-ce qui va me tracer là? Alors, bien sûr, je ne l'ai pas fermé. On voit la bleue qui est toujours inclue dans la première. Si je vais sur la console de ma... Alors, elles sont toutes à nouveau emboîtées les unes dans les autres. Si je vais sur ma console ici, je vais obtenir... Alors, je vais effacer tout ça. C'est... J'obtiens pour x at 2 ou 3. Voilà, x3, voilà. Donc, il correspond à peu près à ma solution. Et ici, la matrice de covariance, la voici. Donc, j'ai une incertitude autour de 0,7 suivant x1, enfin, racine de 0,7 pour l'écart type, et autour de racine de 0,4 en ce qui concerne la quantité x2, avec une décorrélation, ce qu'on peut voir sur l'ellipse, puisqu'on voit qu'on a une décorrélation entre les deux. Donc, l'orientation de l'ellipse qui est plutôt négative, correspond à cette intercorrélation négative que nous pouvons voir sur les éléments non diagonaux de la matrice. Alors maintenant, je vais essayer de montrer que ces trois opérations qui sont traitées par le fil de Kalman en 3 étapes auraient pu être traitées en une seule étape en considérant que les 3 équations arrivent exactement en même temps. Alors, je
je vais reprendre, par exemple, je vais considérer la situation où les trois équations arrivent en même temps, et je vais les traiter d'un coup. Alors, la matrice A, elle ne change pas, puisque avant et après, entre l'instant initial et après prédiction, ben, je suppose que ma solution XY n'a pas changé, donc elle ne change pas dans le temps. Donc A ne change pas. Maintenant, la matrice C, elle va changer. Ici, je vais avoir le vecteur Y, et je vais avoir ici le 0 et le 0. Alors, en ce qui concerne mon vecteur Y, il va être donné par, puisqu'ils arrivent, ça va être non plus un scalaire comme j'avais avant, mais ça va être 8, 7 et 0. Donc 8, 7 et 0. Maintenant, en ce qui concerne le X chapeau, je vais avoir, lui, bon, il était donné avant. U, il vaut toujours 0. Le Y, on vient de faire, le G alpha, lui, n'a pas changé. Ma matrice de covariance, alors je vais appeler G bêta. Ici, je vais avoir un G bêta. Alors lui, ça va être une matrice diagonale qui va valoir, alors je vais l'appeler diag d'un vecteur qui vaut, alors 1 pour le premier, 4 pour le deuxième et 4. Bien sûr, je reprends le 1, 4 et 4. Et je le retrouve ici. Et en ce qui concerne ma matrice C, elle vaut bien évidemment cette matrice-là. Tiens, C1, C0, C1, C2. Donc je fais C0, en dessous C1, puis en dessous C2. Voilà, je vais lancer ça et je retrace mon ellipse avec X chapeau, avec X chapeau et Gx calculé dans cette dernière étape de façon à pouvoir les comparer. Je vais le tracer en noir, donc black. Mais avec une épaisseur peut-être un peu plus fine pour que je puisse voir l'autre qui a été tracé en bleu. Alors je ne sais pas si je vais voir quelque chose. Je lance. Hop, je ne vois rien. Pourtant, il ne s'est rien passé. Donc, ça veut dire qu'elle doit être tracée. Oh là, alors là, je ne la vois pas du tout. Je ne la vois pas du tout parce que peut-être que le bleu ressemble trop. Alors, je vais essayer d'obtenir une meilleure visualisation. Alors, ici, je reviens là. Je vais tracer celle qui était en bleu bien plus grosse. Donc, je vais lui donner une valeur bien plus grosse. Alors, par exemple, 4. Et puis ici, plutôt pour que ce soit plus contrasté, je vais mettre du rouge. Est-ce que je vais le voir un peu mieux, ça? Je le lance. Aïe, aïe. Je regarde. Voilà, on la voit là. Je zoome. Voilà. Alors, on voit la rouge qui est en plein milieu de la bleue. C'est pas flagrant, mais au niveau visualisation, mais en tout cas, elle est en plein milieu. Donc en fait, ce qui montre que le fait de les traiter ensemble me donne exactement le même résultat que si je les avais traitées les unes après les autres. Mais le fait de traiter de façon récursive dans le temps, comme je l'ai fait au-dessus, c'est beaucoup plus proche de ce que fait un filtre de Kalman, qui lui est censé estimer des choses qui bougent dans le temps de façon avec des évolutions linéaires, avec des observations linéaires, et toujours dans un contexte gaussien. Donc le filtre de Kalman, c'est, pour simplifier, quelque chose qui résout des équations linéaires et incertaines, qui évoluent dans le temps.